dans le sud de Madagascar, où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le projet Miunzu est devenu une bouée de sauvetage. Depuis 2020, il aide les communautés à faire face aux effets du changement climatique, à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Grâce à ce nouveau financement de 54 millions de dollars émanant de l'IDA, Association internationale de développement, groupe de la Banque mondiale, 900 000 personnes supplémentaires pourront accéder à de l'eau potable, à l'énergie solaire et à des programmes de nutrition. Le projet appuie aussi l'agriculture et l'environnement. 2000 nouveaux ménages vont rejoindre la chaîne de valeur de la patate douce et grâce à des investissements ciblés, des hectares de dunes ont été reboisés, des criquets repoussés et des écoles agricoles créées. À ce jour, plus de 830 000 personnes ont déjà vu leur quotidien s'améliorer. Le pipeline Mandjare-Sampun, bientôt achevé, permettra d'amener l'eau encore plus loin. Le projet Miunzu poursuit donc sa mission en conjuguant urgence, développement et résilience. Des cas récents d'intoxication alimentaire ont été rapportés, notamment à Mahajang, où 3 personnes ont perdu la vie, et à Tuamasin, où 6 autres sont tombés malades. Ces intoxications sont dues à la consommation d'aliments ou de boissons contaminées par des bactéries, des agents infectieux, des produits chimiques périmés ou encore un manque d'hygiène lors de la préparation, d'après les explications du Dr Fid Barnien. L'intoxication alimentaire peut être mortelle, c'est pourquoi chacun doit redoubler de vigilance, surtout en ce qui concerne la propreté pendant la préparation des repas, selon toujours les explications. Les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais dès l'apparition de signes suspects, il est recommandé de consulter immédiatement un établissement de santé. Il est aussi important que chaque foyer prenne l'habitude de vérifier les dates de péremption des produits alimentaires en conserve ou emballés vendus sur les marchés, car leur consommation est l'une des principales causes d'intoxication alimentaire. Les résultats du CEPE, déjà publiés dans 50 districts, sont globalement satisfaisants selon les informations communiquées par le ministère de l'Éducation nationale sur son site web et sa page Facebook. Le meilleur taux de réussite a été enregistré à Murumbe avec un score impressionnant de 98,07%. En revanche, Abefutak affiche le taux de réussite le plus bas avec seulement 53,75% d'admis. Voici les résultats pour la région d'Analamang, district d'Ambujachim, 87,32%, district d'Avarajan, 94,08%, Manzakanjin, 88,83%, Anjamasen, 93,84%, Anzuzurbe, 87,33%, Akazube, 84,97% et Atimujan, 90,86%. Les résultats des autres districts encore en attente seront publiés avant la fête nationale. Le lycée moderne à Peflou a désigné le général Richard Avalmanen, président du Sénat, comme parrain officiel de la célébration de son 60e anniversaire. Ce choix repose sur son parcours exemplaire au sein de l'établissement, où il a toujours été premier de sa classe, à une exception près. Sa réussite actuelle et son engagement envers le pays font également de lui une figure de fierté pour l'école. En guise de contribution, il a offert de l'eau potable pour le lycée et pour le site de célébration à Mbuimang. Il a également soutenu la participation des artistes qui ont animé l'événement. Un groupe électrogène sera prochainement remis à l'établissement afin d'assurer la continuité des cours et le bon déroulement des examens officiels comme cela lui a été demandé. Lors de son allocution, le président du Sénat a appelé à redonner au lycée moderne d'Ampeflou son prestige. Il a encouragé les enseignants et le personnel administratif à poursuivre leurs efforts et exhorté tous les anciens élèves à faire preuve de leur attachement à l'établissement et à contribuer chacun, selon ses capacités, à son amélioration. Il a aussi insisté sur l'importance de renforcer la solidarité et de ne pas être jaloux de la réussite d'autrui.
Il est à noter que de nombreuses personnalités ayant occupé ou occupant encore de hautes fonctions de l'État sont issues du LMA, président d'institutions, questeurs, sénateurs, députés, secrétaires d'État, commandants de la gendarmerie, hauts fonctionnaires ministériels et même des artistes de renom. Les actuels Dren et Dred d'Analamang sont eux-mêmes d'anciens élèves et enseignants de cet établissement historique. Cela fait environ un mois que l'ancien responsable du service des eaux de la commune urbaine de Betaf, région du Vaknakarach, a été suspendu de ses fonctions. Il a été confirmé qu'une procédure judiciaire est en cours concernant cette révocation soudaine. Fait surprenant, des appels à candidature pour un nouveau gestionnaire sont déjà en cours. Les défenseurs des droits des consommateurs de Betaf réclament ainsi la transparence sur cette affaire. Ce changement de gestionnaire pourrait avoir un impact sur le prix de l'eau potable dont bénéficient les habitants de la localité, selon toujours les explications. Si un nouvel appel à candidature pour la gestion de l'eau potable est relancé à Betaf, les défenseurs des droits des consommateurs exigent également de faire partie du comité de suivi afin de veiller sur l'intérêt des usagers et de la population locale. Le festival d'Unabe est un événement culturel organisé pour promouvoir le tourisme et renforcer la cohésion dans la capitale de la région Sofia, Antsui. Il est né il y a 2 ans, après la disparition des nombreux festivals qui faisaient auparavant la renommée de la ville. L'objectif, selon l'artiste Daddy Love, est de redonner du prestige à la région, de faire rayonner la culture locale et de resserrer les liens entre les habitants et les visiteurs. Cette nouvelle édition ne se limitera plus uniquement à l'aspect festif, elle mettra aussi l'accent sur le développement économique de la région Sofia. Le festival valorisera donc les différentes filières spécifiques à la région. La 3e édition du festival culturel et économique d'Unabe se tiendra à Antsui du 24 au 27 juillet prochain. Alors ici je me trouve à Ramat Aviv, un quartier qui a été lourdement touché dans le nord de Tel Aviv. Il se situe non loin d'une base militaire israélienne. Je ne peux pas m'approcher davantage du lieu du site puisque la police israélienne m'en a empêché. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un immeuble qui s'est effondré. Selon les secouristes avec lesquels j'ai pu parler, il y aurait une quinzaine de blessés ici. D'autres lieux ont été touchés dans le pays. Claire Duhamel en parlait un peu plus tôt. On pense notamment à Haïfa, mais c'est lié à une défaillance d'un missile antiaérien israélien. Et puis un autre lieu à 23 km de Tel Aviv, sans qu'on en sache beaucoup plus pour le moment. Il y a 86 blessés en tout selon le ministère de la Santé israélien. La plupart sont des blessés légers. Là aussi, les chiffres pourraient évoluer au fur et à mesure de la journée. J'ai pu m'entretenir avec de nombreuses personnes ici sur place, notamment une femme d'une 40aine d'années, Ronnie, qui a perdu sa maison ce matin. Et quand je lui posais la question, vous avez perdu votre maison et pourtant vous soutenez la guerre, elle me disait oui, je suis de gauche, je suis anti-guerre, mais contre l'Iran, je soutiens cette guerre car l'Iran constitue une menace existentielle. Je lui disais mais vous avez perdu votre maison? Et elle me disait oui, c'est le prix à payer lorsqu'on vit en Israël. Claire le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment une offensive qui est soutenue par une grande majorité de la population juive israélienne. Et donc voilà, les gens sont assez résilients. Ce qu'ils espèrent à présent, c'est que ce conflit ne va pas s'enliser, que l'intervention des États-Unis va permettre de trouver un point de sortie. C'est ce dont on nous parle énormément, notamment en faisant référence à la guerre à Gaza qui dure depuis 623 jours. Ils espèrent que ce conflit avec l'Iran ne va pas s'enliser et que les dégâts ne vont pas se multiplier dans les prochains jours. Merci beaucoup. 13 avril 2017, au-dessus d'Achen en Afghanistan, une cible talibane. Depuis le cockpit d'un bombardier américain, l'impact d'une bombe dite Bunker Buster, destructrice de bunkers. Il s'agit de la GBU-43, surnommée la mère de toutes les bombes. La voici sur des images de l'armée américaine lors d'un exercice en Floride en 2003.
C'est ce genre de munitions dont Israël a besoin pour détruire l'usine iranienne d'enrichissement d'uranium de Fordo, un site profondément enfoui sous terre et dans lequel Téhéran affirmait en 2022 produire de l'uranium enrichi à 60%. Pour faire disparaître ce site ultra protégé dans la montagne, Israël devrait utiliser la bombe anti-bunker GBU-57, lourde de 14 tonnes, que seuls les États-Unis possèdent. Une munition fabriquée par Boeing dans les années qui ont suivi la guerre d'Irak en 2003. Plus de 6 mètres de long, capable de percer une épaisseur de 60 mètres de granit et d'acier avant d'exploser sous terre et non au moment de l'impact. Problème pour Israël, le projectile est si imposant qu'il ne peut être chargé sur ses propres avions de combat. Seuls les bombardiers américains B-2 peuvent à ce jour le transporter. Oui, après plusieurs jours de calme relatif, cette fois-ci, les Israéliens ont bien été réveillés au son des alertes antimissiles. Alors, selon le ministère de la Santé, il y aurait environ 86 blessés pris en charge dans les hôpitaux, 77 pour des blessures légères, plusieurs pour anxiété. Selon l'armée israélienne, c'est environ 40 missiles qui ont été tirés depuis l'Iran. Une trentaine de missiles sont arrivés jusqu'au ciel israélien, puisqu'une partie des interceptions de la défense anti-aérienne israélienne se fait en dehors des frontières de l'État hébreu. Il y a plusieurs lieux d'impact, 3 a priori notamment à Tel Aviv, un aussi à Haïfa, mais qui serait dû, selon les forces de secours israéliens, à une malfonction du missile de la défense anti-aérienne israélienne, ce missile qui permet de neutraliser les missiles balistiques iraniens. Il y a néanmoins des dégâts matériels importants, notamment à Tel Aviv, d'après des images que diffuse par exemple la télé israélienne. Important de noter que pour l'instant, la police empêche beaucoup de journalistes étrangers de s'approcher de ces lieux d'impact. Il y a un durcissement des conditions de la censure militaire sur les lieux d'impact de ces missiles balistiques, notamment lorsqu'ils sont à proximité de sites militaires. Ce qui est certain, c'est qu'après 10 jours de guerre, les Américains ont donc suivi Israël et frappé les installations nucléaires en Iran. Vu d'Israël, il y a clairement la sensation de vivre une journée historique pour les Israéliens. Et ce matin, Israël poursuit ses frappes sur l'ouest de l'Iran.